individus, du changement d'emploi, etc. Donc, on n'avait pas le choix de faire une enquête pour vraiment aller chercher ces questions-là. Puis, le premier avertissement que je vous donne, c'est très juridique. Hein? C'est pas un avertissement que je donne dans mes cours, mais c'est le document, la présentation, vous le verrez de la façon dont je parle, ça ne fait pas office de loi ou de règlement du tout. C'est certainement pas une opinion juridique de ma part non plus, mais on espère que ça vous aidera peut-être à vulgariser un petit peu le sujet là, puis à comprendre l'essentiel de ce qu'on voulait faire. Donc, je commence la présentation avec quelques rappels. Évidemment, là, si vous écoutez les nouvelles, c'est des choses que vous connaissez. On a été frappé par la pandémie de coronavirus l'an passé. La première chose qui est vraiment marquante de cette pandémie-là, c'est les décès. Les décès ont été substantiels. Puis, certains de nos collaborateurs à l'Institut de retraite et d'épargne, Yann Descaries et Pierre-Carl Michaud, se sont lancés dans une analyse des décès excédentaires. Puis ici, ce que je vous présente, c'est les deux cas extrêmes au Canada. Donc, à la gauche, vous avez la province de la Colombie-Britannique. Ce qu'on mesure, c'est les décès à chaque semaine. Puis à la droite, on a le Québec. Puis ce qu'on essaie de voir ici, c'est quoi les décès qui sont excédentaires à l'habitude. Donc, on compare essentiellement les décès à chaque semaine en 2020 avec les années précédentes. Puis ce qu'on voit, au Québec, on a un méchant pic qui s'est produit aux alentours mars, avril, mai, juin, suivant la pandémie. Donc, qu'est-ce que ça nous dit comme fait marquant? Bon, vous les savez un petit peu, il y a eu plusieurs décès. La plupart de ces décès-là, quand on creuse, ça s'est passé dans des maisons pour les gens retraités. C'est ça la principale différence avec le Québec versus les autres provinces. Puis, on a été très touchés. On a été touchés plus qu'au Canada, mais quand même moins qu'en France et aux États-Unis. La plupart des décès sont produits chez les 70 ans et plus, mais c'est quand même une pandémie qui a affecté tout le monde. Le premier fait économique qui est marquant, c'est l'emploi. Donc, ce qu'on voit ici, là, c'est vraiment au Québec, les différences d'emploi par différents secteurs. Puis, ce qu'on note, c'est que les secteurs qui ont été les plus touchés, c'est les secteurs auxquels on s'attendait, là. Tout ce qui est hébergement, restauration. C'est la ligne que vous voyez qui a chuté beaucoup au mois d'avril. Puis, on peut voir aussi des faits qu'on connaît, qu'on a entendu parler dans les médias. Le fait que la construction, il y a eu un arrêt presque total au mois d'avril l'année passée, mais ça a rapidement rebondi. Donc, les emplois ont redémarré rapidement. Puis, également, dans tout ce qui est, administration publique, tout ce qui est la santé, là, c'est là qu'on a eu le moins de pertes d'emploi. Ça sera important de garder ça en tête quand on voudra aller voir quel est l'effet sur la santé des ménages québécois, parce que cet effet-là, en fait, ce qu'on verra, c'est qu'il a été très hétérogène. Il a été hétérogène parce que les secteurs qui ont été touchés ont été hétérogènes. Donc ça, on pourra le voir un petit peu dans quelques minutes dans nos résultats d'enquête. Puis, le deuxième fait qui est important, c'est une aide historique de la part de nos gouvernements. Donc, la mise en place de la PCU, comme on l'appelle, la prestation canadienne d'urgence. Puis, cette prestation-là a été mise rapidement en place pour pallier essentiellement au fait que l'assurance-emploi n'aurait pas été capable de soutenir le nombre de demandes qu'on avait. En temps normal, on a 250 000 demandes par mois pour l'assurance-emploi. Puis là, en avril, on se trouve avec 6,5 millions de demandes uniques. Donc, c'est sûr que nous, quand on analyse un petit peu la façon dont le gouvernement a répondu, l'aide qui a été accordée, c'est sûr qu'on peut être critique en disant, l'aide a été accordée à plusieurs personnes, mais il faut garder en tête que c'était un méchant problème qu'il fallait attaquer de front. Puis, ce qu'on a décidé de faire ici collectivement, là, c'est de dire, on lance ce programme-là, on le donne aux gens qui perdent leur emploi. C'est un programme qui coûte cher. On n'aura probablement pas le temps d'en parler aujourd'hui, l'impact que ça pourrait avoir sur les finances du Québec. Mais si on compare un petit peu, là, les gens qui connaissent la PSV, la pension de sécurité de la vieillesse, c'est environ 50 milliards en 2019. Puis là, à terme, on parle d'une aide d'environ 80 milliards seulement pour la PCU. Donc, c'est des gros montants. C'est une aide importante qui a été donnée. Puis, c'est beaucoup de gens qui ont eu accès à cette aide-là, au final. Donc, on part un petit peu avec ces faits-là. Puis nous, ce qu'on s'est dit rapidement à l'Institut de recherche de retraite et d'épargne, c'est
on va se poser des questions à savoir, là, c'est comment est-ce que les gens ont répondu. La première grande question qu'on voulait attaquer, c'est quel a été l'impact du confinement sur les finances personnelles des ménages. Puis c'est vraiment de ça qu'on va traiter principalement aujourd'hui. C'est là-dessus que j'aurai le plus de choses à dire. Mais on a aussi essayé de regarder, bon, c'est quoi l'incidence de cette PCU-là sur les revenus des ménages et sur les incitatifs à retourner au travail. Donc, on a entendu parler dans les médias. C'est pas des questions faciles à attaquer, mais bon, on se pose la question, si on reçoit cette PCU-là, c'est quoi notre incitatif à retourner à l'emploi? C'est quoi l'incitatif à redémarrer notre travail? Puis finalement, on a des recherches qui portent sur l'impact de la pandémie sur les finances publiques. Donc, à terme, ça sera ça la prochaine grosse question, à savoir comment est-ce qu'on sort un petit peu de ce problème-là. Donc, je prends quelques minutes pour vous présenter l'IRE. Moi, je suis professeur au département de finances à HEC Montréal. On est très chanceux, on est ce bel institut-là sur la retraite et l'épargne qui nous permet essentiellement, qui nous donne des ressources, qui nous permet d'aller recruter des professeurs qui travaillent en finances personnelles, qui travaillent sur des questions de consommation et de retraite. Puis, on a des liens avec plusieurs autres organismes. Donc, essentiellement, le message que je veux passer aussi, c'est que je suis pas le seul chercheur dans cette équipe-là. On est une vaste équipe. Les résultats que je présente aujourd'hui, je vous nommerai les collaborateurs à la fin, là, mais c'est vraiment le fruit d'un travail collectif de la part de plusieurs professeurs, chercheurs et même des étudiants ici à HEC Montréal. Puis, on s'est mis tous ensemble pour essayer de répondre à ces questions-là. Donc, la première chose dont je vais vous parler, c'est vraiment l'impact sur les finances personnelles des ménages. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un papier qui est maintenant publié, qu'on a écrit, qui utilise essentiellement les données d'enquête dont je vous ai parlé. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'enquête qu'on a menée et les résultats principaux. On a encore des recherches en cours avec ces données-là, donc c'est pas totalement fini. On a encore des choses à travailler. Mais j'espère que ce que je peux vous présenter aujourd'hui, les résultats qu'on a, ça vous aidera un petit peu à comprendre peut-être l'effet hétérogène qu'il y a eu cette pandémie-là sur les finances des ménages. Donc, on a fait une enquête, puis ce qu'on cherchait, les gens qu'on cherchait à sonder, c'était vraiment les gens qui sont dans la force de l'âge, dans la force de travail. Donc, on s'est concentré sur les gens, les habitants entre 25 et 64 ans, puis on a vraiment focusé sur le Québec, pour aller chercher un bassin de population quand même assez substantiel. Donc, on parle de 3000 répondants au Québec avec une belle dispersion dans les différentes tranches d'âge. Puis, on les a sondés entre le 8 et le 20 mai 2020. Dans ce sondage-là, on avait 3 objectifs principaux. On voulait connaître vraiment l'état des finances personnelles des ménages juste avant la pandémie. Donc, on est allé éliciter un petit peu les bilans financiers de ces personnes-là. Puis ensuite, de savoir, bon, comment est-ce que les gens se sont ajustés au confinement? Parce qu'à cette période-là, c'était vraiment ça qui était important. Bon, comment est-ce qu'on fait pour ajuster nos finances personnelles lorsqu'on est en mode confinement? Puis, on a quand même essayé d'éliciter les anticipations des ménages vers le futur. Donc, si j'ai quelques minutes à la fin, je pourrais vous en parler. Mais entre autres, à savoir, bon, c'est quoi à quel point est-ce que les gens sont favorables à retourner au travail dans le cas où il y aurait potentiellement une deuxième vague, ou dans le cas où les cas auraient pu reprendre, un petit peu comme on a vu cet automne. Puis, il semblerait que nos résultats sont quand même assez bons en termes de ce qu'on a vu à l'automne. Donc, on a fait des articles pour le Cyrano, vous les avez peut-être vus passer. Certains articles sur lesquels je suis co-auteur, certains articles sur lesquels je ne suis pas co-auteur. Donc, on s'est vraiment tous mis ensemble. Puis, ça, c'est vraiment l'article un petit peu phare là, de notre recherche qui est publié dans l'analyse de politique canadienne. Donc, ceux qui sont intéressés, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y aura d'autres recherches qui seront présentées. Donc, vous pouvez regarder un petit peu l'Institut de retraite et d'épargne. Ça vous donnera un petit peu d'informations là-dessus. Les données sont toujours en libre accès. Donc, vous pouvez aller sur ce lien-là pour les télécharger si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, la première chose qu'on a fait avec nos répondants, c'était de savoir quelle était votre situation financière dans les mois qui ont précédé la vague qu'on a eue, la première vague qu'on a eue, et le confinement. Puis, nous, ce qu'on a essayé de vérifier essentiellement, c'est de savoir quel était le bilan financier des gens qui ont été touchés par la perte d'emploi. Donc, on avait des questions dans l'enquête qui demandaient essentiellement, est-ce que vous avez été affecté par le confinement, la pandémie? Est-ce que vous avez perdu votre emploi, oui ou non?
Puis ce que ça nous permet de faire, ben, c'est de scinder notre échantillon en deux groupes. Les gens qui ont perdu leur emploi dû à la pandémie, puis les gens qui ne l'ont pas perdu. Puis là, ce qu'on est capable de réaliser, vraiment le premier fait qui sort de notre enquête, c'est que les gens qui ont perdu leur emploi, ben, c'est des gens, comme vous voyez en rouge, là, qui ont moins de REER, ont moins de CELI en banque, ils ont moins d'épargne en général, ils ont jusqu'à 25 000 moins d'épargne que les gens qui, eux, n'ont pas perdu leur emploi. Donc déjà, on voit que c'est des gens un petit peu plus fragiles qui ont perdu leur emploi. Puis ça fait écho aux secteurs qui ont été touchés par la pandémie. Donc si on pense au secteur de la restauration, de l'hébergement, qui a été touché vraiment de plein fouet par cette pandémie-là, ben c'est pas un secteur où les gens ont des salaires faramineux et nécessairement un secteur dans lequel les gens ont de l'épargne vraiment importante. Puis même au-delà de ça, bien qu'on voit c'est des gens qui ont un petit peu moins d'épargne, qui ont perdu leur emploi, c'est des gens qui ont des dépenses plus élevées. Donc là, il y a comme deux coups de barre qui se présentent au même moment. Les gens sont moins riches, moins fortunés, ils perdent leur emploi, mais c'est aussi des gens qui ont une habitude de consommation plus élevée. Bon, nos étoiles, de façon statistique, quand on fait des tests statistiques à savoir est-ce que c'est vraiment différent, significatif à un niveau de précision d'1%, là, vous voyez, c'est que même au niveau de la balance, okay, qui est gardé le solde, je devrais dire, sur les cartes de crédit, c'est également des gens qui avaient un solde plus élevé sur leur carte de crédit déjà au départ. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les gens qui ont été touchés déjà étaient plus vulnérables au niveau financier. Ce qu'il ne faut pas perdre en tête, là, c'est un fait qui est connu, puis qui ressort dans l'enquête ici. Lorsqu'on demande aux gens, bon, combien d'argent est-ce que vous avez de côté pour faire face à des imprévus? Souvent, on va le mesurer en termes de nombre de mois que vous avez en termes de vos dépenses mensuelles de côté en épargne. On se rend compte qu'il y a environ un tiers des Québécois ou un tiers des gens, du moins de notre enquête, qui n'ont même pas un mois d'épargne mis de côté, un mois de dépenses en épargne mis de côté pour pallier à des imprévus. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont vulnérables à la situation. Puis, ici, ce qu'on note, c'est qu'à la fois, les gens qui ont perdu leur emploi face à la pandémie ou non, tout le monde manque un petit peu d'épargne. Nous, on dit habituellement, moi, dans mon cours de finances personnelles au bac, je leur dis, c'est entre 3 et 6 mois de dépenses mensuelles que ça prend comme coussin financier. Ben, ici, on le voit bien, c'est pas tout le monde qui a ça de côté. Donc, une fois qu'on a pris le bilan, ce que nous, on voulait voir par la suite, c'était quels sont les ajustements qui ont eu lieu. Donc, comment est-ce que les gens se sont adaptés au confinement, à la perte potentielle d'emploi, etc. Puis, ce qui ressort le plus, donc ici, je reprends le même groupe, le groupe de référence, puis je compare avec les gens qui ont perdu leur emploi, ben, la façon que les gens ont ajusté, c'est en diminuant les dépenses. Ils ont diminué les dépenses, on en reparlera dans quelques minutes. On a un breakdown des dépenses un petit peu plus détaillé. Ils ont diminué les dépenses, diminué un petit peu l'épargne qu'ils font dans leur CELI et, comme nous le disait M. Lafont en ouverture, ils ont décidé d'utiliser le report de paiement qui était offert par les banques. Donc, on voit que les reports de paiement hypothécaires ont augmenté de façon substantielle. Au moins, ce n'est pas les paiements manqués qui ont été augmentés. Donc, on voit que les gens ont été capables d'utiliser cet outil-là qui s'offrait à eux. Mais ils ont manqué des paiements sur des cartes de crédit, reporté des paiements sur des cartes de crédit, reporté des paiements sur d'autres dettes. Donc, on se rend compte que le report de paiement a été très, très, très utilisé par la population. Nous, ce que ça veut nous dire, c'est que bon, les gens ont eu les outils pour lisser leur consommation. Par contre, c'est pas certain, c'est pas clair que les gens comprenaient tous qu'en reportant un paiement, on était quand même chargé d'intérêt qu'on avait sur cette dette-là. Puis à ce sujet-là, ben, je passe la parole à M. Mignot, Maître Mignot, qui va nous en parler un petit peu plus, peut-être au point de vue juridique, justement. Oui, merci, M. Dastou. Puis merci à tout le monde d'être là, puis de prendre le temps de nous écouter.
Sur les reports de versement, premièrement, un commentaire personnel, puis je suis pas en mesure de chiffrer, mais une des particularités qu'on a vues, nous, c'est que, puis je pense que même on en a un peu entendu parler dans les médias, c'est que les reports de versement ont été demandés de façon assez, j'ai envie de dire, assez massive. Et ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est que dans certains cas, les gens demandaient des reports de versement alors qu'il n'y avait pas de besoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas en perte d'emploi, qui n'étaient pas dans une situation où ils n'étaient pas en mesure de faire leur versement et qui demandaient quand même le report de versement. Alors, est-ce que les consommateurs qui ont fait ça saisissaient l'ampleur de ce qu'on faisait? On demandait un report de versement dans certains cas, passez-moi l'expression, mais au cas où. Bon, premièrement, le report de versement peut avoir un impact sur le dossier de crédit et je vous réfère ici à un article de la presse canadienne, là, pour ceux que ça intéressera, ça avait été repris notamment dans le journal Les Affaires. Donc, il y a une discussion dans cet article-là qui est quand même assez intéressant. Une discussion sur le report de versement, puis l'impact que ça peut avoir sur le dossier de crédit. Et puis, je vous avoue que ça, c'est pas du tout mon champ de pratique, mais on voit qu'il s'agit là de questions complexes et qui est assez facile que ça dérape dans un dossier, que une entreprise, par exemple, fasse une erreur, même les gens qui représentent Equifax TransUnion, là, j'y vais de mémoire, mais disent faites très attention, ayez une entente écrite, etc. Donc, je suis pas certain que tous les consommateurs qui ont fait des reports de versement le faisaient en comprenant que ça pouvait avoir un impact sur leur dossier de crédit. Si on va à la diapo suivante, le report de versement, oui, effectivement, peut entraîner des frais. Ça peut entraîner premièrement des frais de crédit. Et normalement, si on applique la loi sur la protection du consommateur, qui est une loi d'ordre public, il faut le rappeler à chaque fois, les frais de crédit sont ceux qui devraient être entraînés par l'application du taux de crédit qui a été divulgué au consommateur sur son solde en capital et sur ses frais de crédit impayés, le cas échéant. Alors, c'est ça, les frais de crédit qui devraient être appliqués aux consommateurs. Et si on n'est pas dans un contrat de crédit, si le contrat prévoit une stipulation prévoyant qu'on peut demander des intérêts pour les versements qui sont faits à une date autre que celle qui était stipulée, parce que lors des reports de versement, c'était pas traité comme un défaut de paiement, mais simplement pour un versement reporté. Et la loi le permet encore une fois, mais il faut que le contrat ait prévu des intérêts. Et Pierre-Claude en parlait en début de présentation. Nous, on n'a pas vu à ma connaissance, on n'a pas vu de cas où véritablement les frais étaient autres que ceux-là, mais en début de pandémie, on a vu, je ne nommerai pas d'entreprise, mais on a vu des cas où on semblait faire mine, notamment dans le domaine de l'automobile, de vouloir facturer des frais en dollars et en cents, des montants assez, Maître Lafont a utilisé le terme faramineux, puis je pense que c'est un bon terme, très, très élevé. On semble avoir fait marche arrière assez rapidement. Est-ce que c'est l'effet de la loi sur la protection du consommateur au Québec qui peut avoir mieux protégé les consommateurs que dans les autres provinces? Je suis pas en mesure de répondre à cette question-là, mais il reste qu'on semble du côté de l'industrie être rentré dans le rang à ce niveau-là. Quand je vous dis que d'autres frais ne peuvent pas être exigés, je vais juste rester sur la précédente, merci. Je m'appuie là pour les juristes là, sur les articles 13 et 92. Donc 13 lorsqu'on n'est pas dans un contrat de crédit puis je vous ai mis un peu de jurisprudence. 92 particulièrement dans les contrats de crédit. Alors dans l'affaire Household Finance, l'action collective d'options consommateurs, on exigeait des frais de crédit. Des frais, pardon, de pénalité de 10 pour un paiement en retard et la Cour d'appel a validé que de tels frais ne pouvaient pas être exigés. Pourquoi? La raison est assez simple. Le législateur prévoit déjà, c'est-à-dire le gouvernement, je devrais dire ici, prévoit déjà une pénalité dans les contrats de crédit parce qu'au Québec, la méthode de calcul qui est prévue au règlement, je vous réfère notamment à l'article 52 du règlement d'application, le gouvernement du Québec prévoit déjà qu'on peut appliquer le taux de crédit sur, naturellement, le solde en capital qui est à payer au début d'une période, mais aussi sur les frais de crédit impayés. Donc, la Cour a déjà dit que ce n'était pas du véritable anatocisme.
On peut dire que c'est peut-être pas du véritable anatocisme, mais en tout cas, ça marche comme de l'anatocisme, ça vole comme de l'anatocisme. Peut-être que ça n'a pas le son de l'anatocisme. Si on va à la diapo suivante, les reports de versement, les frais, et ça, merci à Pierre-Claude de me l'avoir rappelé. Au-delà des règles plus techniques, les frais ne peuvent pas être lésionnaires, que ce soit objectivement ou subjectivement. Bon, si on applique le taux qui a été prévu dans le contrat, normalement, on devrait penser que le taux n'est pas objectivement lésionnaire au départ, mais il pourrait assez facilement avoir un effet subjectif s'il y a un report de versement sur plusieurs périodes. Alors, il faudra, je pense qu'il faut du côté des conseillers juridiques des entreprises, garder ça en tête et peut-être qu'à posteriori, on se rendra compte que dans certains cas, les frais qui s'accumulent de période en période peuvent devenir subjectivement lésionnaires. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Peut-être un commentaire supplémentaire que je peux vous dire ici, c'est que, pour rejoindre un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a un peu cherché chez certains consommateurs le faux sentiment de sécurité des reports de versement et on le voit, il y a un risque pour le dossier de crédit, puis particulièrement, il y a un coût à ça. C'est pas gratuit. Voilà. Donc, merci pour votre intervention. Donc, dans notre enquête, on avait également sondé les ménages à savoir quels sont les items de consommation qui ont les plus variés en réponse à la pandémie. Puis, ce que je vous présente plus tôt, c'est, ils appellent ça le COVID Spending Tracker, c'est RBC qui présente ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leurs données de carte de crédit essentiellement, puis ils vont ajuster un petit peu, aller regarder de façon agrégée comment est-ce que les ménages dépensent leur argent à chaque mois. Puis, donc, je vous présente ça plutôt que nos données d'enquête parce que ça écho un petit peu les mêmes résultats, mais ici, on a une série temporelle qui est beaucoup plus riche. Je vous mets le lien aussi si vous voulez la consulter. C'est quand même assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des items de consommation qui ont les plus changé? C'est des choses qu'on connaît, hein, c'est des choses auxquelles on pourrait se douter. Essentiellement, hein, au niveau des dépenses de gaz, d'automobile, ça a chuté quand même assez rapidement au début de la pandémie. Ça a quand même rattrapé. Les gens sont retournés au travail, les gens ont recommencé à se déplacer en voiture. Ce qui est encore vraiment plus bas, là, c'est tout ce qui est le voyage, les parkings, le transit. Il reste encore beaucoup de chemin à faire avant que la consommation reprenne à ce niveau-là. Les choses qu'on a aussi entendu parler dans les médias dont on se doute, c'est que il y a eu un gros pic de consommation d'épicerie, hein, de denrées alimentaires à l'épicerie plutôt qu'au restaurant. Ça s'est calmé un petit peu, mais les gens, en tout cas en mars, sont allés s'acheter des provisions. Là, c'est le pic que vous pouvez voir à l'écran ici. Puis, ensuite de ça, les dépenses qui ont diminué, qui commencent à remonter quand même, là, c'est tout ce qui est manger à l'extérieur, les dépenses même de soins de santé ont diminué. Donc, on peut penser des dépenses en pharmacie, etc. Puis, finalement, lorsqu'on regarde tout ce qui est un petit peu plus dépenses de consommation, on se rend compte qu'il y a eu une drop quand même assez importante au niveau du linge, des bijoux, des cadeaux. Donc, peut-être qu'on se dit, bon, j'ai plus besoin de linge aussi fancy si je me rends pas au travail. Mais on voit quand même qu'il y a eu une augmentation même des dépenses qu'on pourrait penser en termes d'électronique, en termes de hobby, en termes de dépenses pour la maison. Donc là, ici, on comprend que la consommation a été un petit peu shiftée. Donc, si moi, je dépense moins pour mes voyages, j'ai plus de jeux pour dépenser ailleurs. Et principalement, on peut s'imaginer que ces dépenses-là ont été faites, en partie du moins, sur Internet. Donc, c'est pas des dépenses qu'on pouvait nécessairement faire là, en mars et en avril chez nos détaillants préférés. Il y avait des mesures pour limiter ce genre d'achat-là. Donc, ça nous amène un petit peu sur la question dont M. Mignot pourra nous parler de tous ces achats-là à la consommation. Je fais une petite parenthèse. Donc, dans mes recherches, moi, je fais de la finance aux consommateurs. Puis, une chose qu'on avait notée, donc j'ai un papier qui a été publié il y a déjà 2 ans, on avait regardé un petit peu ces achats-là
à tempérament qu'on appelle, donc les achats par versement. Là, imaginez un petit peu Brouet-Martineau, quand moi j'étais enfant, là, payé en 36 versements. Puis déjà, à l'époque, il y a 2 ans, ce qu'on réalise, c'est lorsqu'on regarde ces acheteurs-là, ils achètent à versement, ben, c'est des acheteurs qui sont propices à acheter de façon séquentielle à versement. Donc, il y a comme un type d'individu qui décide, moi, je vais acheter ma télé en 36 versements, puis lorsque la télé sera repayée, ben, j'achèterai un ordinateur par versement, etc. Donc, c'est déjà un comportement financier qu'on avait identifié comme étant potentiellement problématique. Au niveau d'un économiste, c'est problématique au sens où ben, on paie des intérêts la plupart du temps sur ces achats-là. Donc, nous, notre théorie nous dit, ben, vous devriez plutôt mettre de l'argent de côté pour acheter vos produits ménagers ou vos gros achats avec vos liquidités plutôt qu'être dans un certain cycle d'emprunt pour toujours financer la consommation par paiement. Donc, ça a été l'objet d'un article de Stéphanie Gramont dans la presse. Puis, je vous laisse, M. Mignot, pour discuter un petit peu plus du côté juridique de cette question-là. Oui, merci. Bon, d'abord, oui, je vous ai mis la référence à l'article de Stéphanie Grandmont, sans reproduire l'article devant vous aujourd'hui. Vous avez le lien, mais bon, le titre était déjà parlant, vos bobettes en cas de versement égaux. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est elle. Et la conclusion de son article, presque à la fin, elle indique quelque chose qui rejoint les propos de M. Dastou. Acheter comptant, payer maintenant. C'est plate, mais c'est peut-être plus efficace. Bon, les consommateurs n'ont pas tous ce comportement-là. Et il y a des impacts à ça au niveau du comportement des consommateurs, notamment d'un point de vue juridique. Alors, si on regarde la diapo suivante, ce qu'on peut voir, c'est que, bon, premièrement, au niveau de l'encadrement législatif du contrat conclu à distance au Québec, un encadrement très strict, en ce sens que le commerçant qui conclut un contrat à distance ne peut pas légalement percevoir ou même offrir de percevoir un paiement à l'avance, à moins qu'il s'agisse d'un paiement par carte de crédit. Alors, c'est le seul versement qu'il peut légalement accepter. On sait tous que ce n'est pas le seul versement qui est accepté par certains commerçants, mais il reste que le commerçant, normalement, devrait n'accepter que ce versement-là, notamment parce que ce versement-là permet le mécanisme de rétrofacturation à certaines conditions. Si on regarde on continue dans l'encadrement purement juridique. Si on regarde la diapo suivante, au niveau de l'exigence d'un permis, il faut savoir que les commerçants doivent être titulaires d'un permis dans plusieurs cas, mais pour ce qui nous intéresse ce soir, si c'est un contrat qui conclut des prêts d'argent avec des consommateurs, des prêts d'argent qui sont régis par la loi sur la protection du consommateur, donc prêts d'argent avec des frais, il doit avoir un permis de prêteur d'argent et peu importe le type de crédit dans lequel il s'engage auprès des consommateurs, ça peut être la vente à tempérament, ça peut être un autre contrat assorti d'un crédit, ça peut aussi être du crédit variable, marge ou carte de crédit. Si le contrat est conclu à coût élevé, donc dépasse, à l'heure actuelle, c'est 22,5 comme taux de crédit annuel calculé conformément à la LPC, il doit avoir un permis de commerçant qui conclut des contrats de crédit à coût élevé. Et ça, indépendamment du fait qu'il soit titulaire ou non du permis de commerçant qui conclut des prêts d'argent. Ce qui veut dire que si on fait du prêt d'argent à 23%, ça prend 2 permis. Si on regarde la diapo suivante, le contrat doit être dans un écrit conforme à la loi. Alors, la loi sur la protection du consommateur exige du formalisme dans certains cas particuliers. Et pour ce qui nous intéresse ce soir, il l'exige dans quel cas? Il va l'exiger dans le cas du contrat conclu à distance, dans le cas des contrats de crédit, tous les contrats de crédit sont encadrés, et il l'exige aussi dans le cadre du contrat de location à long terme avec option d'achat. D'autres contrats de louage à long terme sont visés par du formalisme, mais je vous ai mis le plus courant parce qu'en louage à long terme, c'est à peu près le seul qu'on voit sur le marché. Si on regarde la diapo suivante, au niveau des pratiques de commerce,
je rejoins un peu ma première intervention. Le commerçant a une obligation d'information. Alors, il ne doit pas faire de représentation fausse ou trompeuse et il ne peut pas passer sous silence un fait important. Alors, le commerçant qui aurait, par exemple, d'aucune façon informé le consommateur du fait que le report de versement pourrait avoir un effet sur son dossier de crédit ou encore que des frais de crédit vont lui être facturés, on pourrait se retrouver avec un problème à ce niveau-là. Donc, ça fait partie, à mon avis, de l'obligation d'information du commerçant. Toujours la diapo suivante, là, j'y vais quand même assez rapidement, mais je pense que on peut après prendre des questions. Les remèdes. Alors, s'il y a infraction à la loi, les remèdes en droit civil, quels sont-ils? Et j'y vais à grands traits parce qu'il y a des subtilités. Mais bon, s'il y a un vice de forme, c'est l'article 271 la plupart du temps qui va s'appliquer, qui implique une présomption simple de préjudice. S'il s'agit d'un vice de fond, c'est l'article 272 qui va s'appliquer. Article qui, en vertu de la jurisprudence, entraîne une présomption absolue de préjudice du consommateur. Il reste la jurisprudence plus récente que l'affaire Time nous a quand même établi qu'il fallait quand même établir un quantum, mais il faut tout de même souligner qu'il y a une panoplie de remèdes qui sont prévus à la loi, dont les dommages d'intérêt punitifs. En cas d'absence de permis, c'est intéressant de le noter, il y a une nullité du contrat, nullité relative, c'est-à-dire qu'elle doit être demandée par le consommateur, mais il y a une nullité du contrat pour l'absence de permis ou encore la suppression des frais de crédit d'un contrat de prêt d'argent. Donc, si le consommateur a conclu un contrat de prêt d'argent avec quelqu'un qui n'était pas titulaire d'un permis, il pourrait demander la suppression pure et simple des frais de crédit et rembourser uniquement avec le capital. Si on regarde la diapositive suivante, des sanctions pénales. Alors, à quoi le contrevenant s'expose? Et vous aurez noté que je change de langage. Alors, le contrevenant, il s'expose ici par chef d'accusation pour les cas d'absence de permis ou pour pratique de commerce interdite. Et là, ici, on parlerait des articles 219 et 228. Par chef d'accusation, donc une amende de 2 000 à 100 000 pour une personne morale et 600 à 15 000 pour une personne physique. Ça inclut les représentants et les administrateurs qui auraient connaissance de la pratique. Je parlerai pas de la récidive, c'est pas compliqué, les amendes comptent double. Pour les autres infractions dont on a parlé auparavant, ben, par chef d'accusation, l'amende est de 1 000 à 40 000 pour une personne morale et pour une personne physique, c'est une amende de 600 à 6 000 et en passant, non, ce n'est pas une coquille. Vous pourrez noter que l'infraction pour la personne physique, l'amende minimale, que ce soit pour les infractions plus graves, le premier point de forme, ou pour les infractions moins graves, l'amende minimale est la même pour les personnes physiques. Alors, c'est une des petites particularités de la loi sur la protection du consommateur. Si on regarde la diapo suivante, c'est mon avant-dernière, sanctions administratives, quelques-unes. Le titulaire de permis, on l'a vu, il y a des titulaires de permis, pourrait voir son permis suspendu ou annulé si notamment s'il cesse de satisfaire aux exigences que la loi prescrit pour la délivrance de son permis, mais aussi s'il ne peut assurer dans l'intérêt public l'exercice honnête et compétent de ses activités commerciales. Alors, dans l'exercice honnête et compétent, on peut penser à plein de choses. En matière de crédit, la chose à laquelle on devrait penser le plus, c'est la chose la plus importante, c'est que la présidente de l'Office ne délivre ou ne maintient pas de permis en matière de crédit si les taux calculés conformément à la loi excèdent 35 donc, c'est un 35 annuel et c'est un taux qui inclut tous les frais. On ne parle pas juste des frais d'intérêt ici. Donc, le commerçant ne peut pas pratiquer des taux de plus de 35 normalement. Si la présidente de l'Office est mise au courant de cela, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une intervention. Il y en a eu beaucoup par le passé, puis il y en a quand même assez souvent à ce niveau-là. Donc, c'est une position administrative qui a été prise et qui a été validée devant les tribunaux.
Finalement, dernière diapo, l'injonction, la possibilité là, pour les cas plus particuliers ou des cas où on serait face à des récalcitrants, le président peut demander au tribunal une injonction qui ordonne à un commerçant de ne plus se livrer à une activité sans être titulaire du permis qui est requis par la loi ou que ce soit la loi sur la protection du consommateur ou une autre loi dont l'Office est chargé de surveiller l'application. Alors, voilà, ça fait un peu le tour pour moi. Si ce n'est à la fin, tiens, je vais en profiter pour anticiper, puis ensuite je laisserai M. Dastou conclure. Je vais remercier ma collègue Geneviève Duchesne, qui est probablement parmi nous ce soir, pour son œil de taupe. Elle va comprendre. Elle a repassé par-dessus mon épaule et je la remercie chaleureusement. Super. Donc là, le contenu, en tout cas, disons, juridique est bien passé. Donc, je me permets de faire une petite parenthèse, de parler un petit peu des autres travaux qu'on fait. Donc, on a aussi étudié un petit peu les incitatifs à retourner au travail lorsqu'on a la prestation canadienne d'urgence qui est mise en place. Je ne veux pas m'éterniser, hein, je veux laisser la place aux questions. Mais essentiellement, ici, c'est quoi l'enjeu? Ben, l'enjeu, c'est que la PCU, c'est ce que vous voyez, c'est cette ligne bleue-là qu'on connaît. Euh, Essentiellement, si j'ai un revenu de travail de plus de 1 000 $, ben, je perds mon accès à la PCU. Si on compare ça à l'assurance emploi, c'est beaucoup plus smooth hein, comme perte de bénéfices. Donc, on se permet avec l'assurance emploi d'avoir des revenus de travail et de quand même toucher une partie complémentaire de l'assurance emploi. Donc ici, nous, ce qu'on essaie de voir, ben, c'est ce fameux incitatif au retour au travail, là, comment est-ce que ça se traduit. Donc, on est en train de travailler là-dessus, on n'a pas les résultats finaux, mais on en comprend là, que de passer de 0 à 1 000 $ de revenus de travail et perdre la PCU, ça peut avoir découragé certaines personnes à revenir au travail. Donc, ça, on aura des recherches, des cahiers de recherche qui seront un petit peu plus poussés dans le futur. Puis, l'autre chose dont vous avez peut-être entendu parler, c'était cette fameuse question de savoir, ben, au final, là, les gens qui ont touché la PCU, est-ce qu'on pense qu'ils en avaient vraiment besoin? Donc ici, on ne veut pas faire un jugement de valeur, c'est absolument pas ça. Mais ce qu'on réalise, c'est qu'il y a plusieurs des individus qui ont reçu la PCU qui avaient quand même de l'épargne liquide substantielle. Donc, encore une fois, on comprend là, quand il y a 6,5 millions de Canadiens qui ont besoin d'avoir de l'aide, ben, ça commence à être difficile d'aller creuser à savoir qui a vraiment droit à l'aide ou non. Mais ce qu'on en comprend, c'est que dans le futur, pour des prochaines vagues ou des prochaines aides, ben, ça serait peut-être important de targeter, d'aller chercher un petit peu plus les gens vulnérables qui en ont un petit peu plus besoin. Bon, la façon de le faire, on laissera au gouvernement le soin de bien faire ça. Mais c'est quand même quelque chose qui a été important. Puis, je vais faire mes propres remerciements, puis on aura le temps de prendre des questions. Donc, l'IRS, c'est une grosse équipe, comme je le disais. Pierre-Carl Michaud, c'est lui qui chapeaute tout cela. Puis, on a une belle équipe, je les nommerai pas tous, mais vraiment une belle équipe de gens qui ont essentiellement mis des projets de recherche autres de côté pour s'attaquer à cette question-là avec nous. Donc, je les remercie. Je vous remercie également d'avoir été ici, de nous avoir écoutés.